Élection générale de 2020 et le problème du vote des populations déplacées du fait de l'insécurité. Pour ne pas faire dans l'exclusion, la CENI étudie toutes les possibilités. 2 scénarios se dégagent après étude. Tahirou Barry, de nouveau candidat à la magistrature suprême au Burkina Faso. Après 2015, où il était arrivé 3e avec le parent, l'ex-ministre de la Culture a été investi hier sous la bannière d'une autre formation politique. Le Mouvement pour le changement et la renaissance, MCR, compte sur lui pour prendre Kosiam. Un chef-peul comme ministre à la cour royale de Manega, un geste du Naba Panantougri pour matérialiser son engagement aux côtés du comité de l'appel de Manega dans sa quête de réconciliation nationale. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Ils sont environ 600 000 déplacés internes aujourd'hui au Burkina Faso et près de la moitié d'entre eux est en âge de voter. Comment pourront-ils prendre part aux élections à venir? La question taraude particulièrement le gouvernement et la CENI qui ont diligenté une étude de faisabilité. 2 possibilités majeures d'enrôlement s'offrent à cette population cible. Kwame Hervé Dapa nous en dit plus. Après avoir consulté 85 maires des 5 régions les plus touchées par les déplacements internes, discuté avec la classe politique et les organisations de la société civile, la CENI propose 2 options pour la prise en compte des personnes déplacées internes dans le processus électoral. Premièrement, procéder à l'enrôlement de ces électeurs pour le compte de leur village d'origine. Dans le présent scénario, l'électeur sera enrôlé dans sa localité d'accueil, mais pour le compte d'un emplacement de sa localité de départ. S'il est dans le village B et qu'il a quitté le village A, nous l'enrôlons dans le village B, mais on le considère comme un électeur du village A. Sur le plan opérationnel, il s'agira de créer des points d'enrôlement correspondant à un emplacement existant dans le village ou le secteur de résidence habituel, donc c'est le village B, ce qui revient à installer dans l'emplacement nouveau un kit paramétré pour la localité de départ. Ce scénario comporte des avantages. Il permet par exemple de conserver l'équilibre de la cartographie électorale, mais demande beaucoup de temps et de moyens matériels et sécuritaires et financiers. Le deuxième scénario consiste, lui, à procéder à l'enrôlement de ces potentiels électeurs déplacés internes pour le compte de leur localité d'accueil, cette fois-ci. Alors pour ce scénario, l'enrôlement pourrait se dérouler comme suit. Alors, on va ajouter des points d'enrôlement dans les emplacements initialement prévus afin de prendre en compte la population électorale supplémentaire. Nous avions un certain nombre d'emplacements en fonction de la population locale et comme il y a un afflux massif des populations qui viennent d'ailleurs, il va falloir envisager justement soit la création de nouveaux emplacements, soit l'extension de ces emplacements en termes de nombre de bureaux de vote pour pouvoir contenir ce flux d'arrivée. L'avantage de ce scénario est qu'il est prévu par le code électoral si on considère ces personnes déplacées internes comme des électeurs ayant tout simplement changé de lieu de résidence. Mais il bouleverserait l'équilibre de la cartographie électorale et pourrait créer des situations de plusieurs villages sans conseillers municipaux. L'étude a été menée dans les régions de la boucle du Moun, du centre-nord, de l'est, du nord et du Sahel. Les résultats sont restitués à 1 semaine du début de l'opération d'enrôlement qui commence le 3 février prochain. Plusieurs candidats déclarés à la présidentielle de 2020, mais un seul a pour le moment été officiellement investi par un parti politique. Le Mouvement pour le changement et la renaissance mise sur Tahirou Barry. Et c'est à Gawa dans le sud-ouest que le MCR a confié sa destinée à l'ancien ministre de la Culture et candidat malheureux à la présidentielle de 2015, Roméo Keta. Il reçoit fièrement l'écharpe, symbole de son engagement sans faille à défendre farouchement l'idéal et les valeurs du MCR, le mouvement pour le changement et la renaissance. L'arc et le carquois, des instruments traditionnels de combat pour vaincre l'adversité. Tahirou Barry se dit désormais prêt à briguer la magistrature suprême et son combat. Il compte le mener sur 3 fronts. Je suis prêt à porter et à exprimer
toutes nos convictions, notre volonté, nos attentes et nos rêves les plus grands. Je voudrais que vous notiez que cette candidature sera placée sous le signe de 3 grands combats. On m'a déjà donné un gourdin pour cela. Le combat pour la paix, la sécurité et l'unité nationale. 2. Le combat pour le bien-être social des populations qui s'enfoncent chaque jour dans la misère. 3. Le combat pour le plein emploi des cerveaux et braves valides de notre patrie. L'ancien ministre de la Culture de 45 ans dit endosser le rêve d'une jeunesse consciente et en manque de repères. Ce sera sa 2e expérience en tant que candidat à la présidentielle. Après celle de 2015 sous la bannière du Parent, le Parti pour la Renaissance fondé par Laurent Gbagbo. Il était arrivé 3e. Cette fois-ci, il devra faire avec un jeune parti, un véritable défi. C'est un véritable challenge et je crois que je bénéficierai toujours des bénédictions de mon père spirituel, de mon professeur Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, nous avons le défi d'aller au-delà de certaines incompréhensions pour construire quelque chose de fort, pour bâtir une véritable nation et je reste confiant. Avec ou sans son mentor, Tahirou Barry se dit serré. Il a foi à son parti, piloté, dit-il, par une équipe dynamique. La machine électorale est déjà installée. Le président du parti, Carlos Toé, est désigné directeur national de campagne du MCR. Le candidat investi compte aussi et surtout sur le soutien des populations du Sud-Ouest, la cité du Bafouji qu'il a vu grandir. Et pour l'occasion, ses militants et ceux qu'il considère comme ses frères et sœurs n'ont pas marchandé leur déplacement. Des candidats déclarés à la présidentielle, il est le premier à être investi par son parti. La politique, un domaine dans lequel le musulman devrait se lancer d'après le CADIS, le Centre africain de diffusion islamique, car à la question de savoir si le musulman pouvait faire la politique, le centre a répondu par un vibrant oui samedi dernier lors de la conférence publique qu'il a organisée autour de cette question. Archimède Boy. Le Centre africain de diffusion islamique et scientifique, CADIS, veut encourager la jeunesse musulmane à s'engager en politique. La politique est importante pour la jeunesse musulmane parce que les musulmans, aujourd'hui, beaucoup de musulmans s'intéressent à la politique, mais n'ont pas peut-être quelques éléments pour pouvoir mieux s'engager dans la politique. Et pour réussir ce pari, le CADIS fait dans la sensibilisation. Ce samedi 25 janvier à son siège à Ouagadougou, il reçoit l'imam Ismaël Tiendrebeogo du cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI. Pendant 1 heure, l'imam va s'évertuer à expliquer versets coraniques à l'appui le bien fondé pour le jeune musulman à se lancer dans l'arène politique. Et cet engagement nécessite bien de préalables. Le premier, c'est de connaître vraiment sa religion. Le deuxième, c'est de connaître le contexte dans lequel on est. Et certainement, après ces préalables-là, c'est d'avoir une formation politique qui permette de comprendre les enjeux, les règles de la vie politique et puis maintenant trouver finalement, je ne sais pas, un point de chute politique, soit un parti politique, soit une candidature indépendante pour pouvoir accéder à la magistrature suprême pour ceux qui visent la présidentielle et peut-être à la députation ou en tant que conseiller dans les arrondissements. En lien avec sa foi, le musulman en politique doit s'abstenir de certains comportements. Premièrement, il ne devrait pas mentir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Quand il parle, il ment. Quand il fait une promesse, il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui fait confiance, il trahit la confiance placée en lui. Donc le premier, c'est ça. Et le deuxième interdit pour le musulman, c'est de mettre en avant ses intérêts personnels au détriment du plus grand nombre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, le musulman qui entre en politique doit considérer que le pays dans lequel il est, c'est un navire. Et en tant que navire, tout le monde est embarqué dans le navire. Et si le navire échoue, personne ne sera sauf. Par contre, s'il manage de sorte à ce que le navire arrive à bon port, soit parce qu'il est au gouvernail, soit parce qu'il empêche les gens de percer le fond du navire, il aura fait œuvre utile et il aura fait un témoignage éclatant de sa foi en Dieu. Fait œuvre utile et fait preuve de sa foi en Dieu.
sont les aspects sur lesquels l'imam Ismaël Tiendre Beogo a insisté pour inciter cette jeunesse à être un bon modèle pour sa société. Si le Cadiz encourage les jeunes musulmans à s'engager en politique, la CNO-JM, elle, les incite à s'investir dans l'entrepreneuriat. La coordination nationale des organisations de jeunesse musulmane a vu le jour ce dimanche 26 janvier. Abdoulaziz Sarré a assisté hier au lancement de ces activités. Une lecture coranique, puis un bref sermon et enfin la présentation du nom de la structure à l'assistance. La coordination nationale des organisations de jeunesse musulmane CNO-JM vient ainsi d'être lancée. Regroupant en son sein une vingtaine d'associations, cette nouvelle structure vise à promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes musulmans. C'est une structure qui veut intégrer les jeunes musulmans sur le plan professionnel. Donc c'est juste comment faire pour que les jeunes musulmans puissent trouver de l'emploi, puissent s'épanouir avant de pratiquer sa religion. Elle n'est pas comparée ni à confondre avec la FAIB, parce que la FAIB c'est déjà l'instance suprême qui coordonne toutes les associations islamiques au Burkina, qui a ses objectifs. Pour l'atteinte de ces objectifs, la CNO-JM pourra compter sur l'accompagnement de l'Assemblée nationale qui salue l'initiative. L'Assemblée nationale, à travers des conseils, à travers l'éveil des consciences, à travers un certain nombre d'actions, compte accompagner la jeunesse burkinabé de façon générale et cette association qui vient de naître. Comme je vous l'ai dit, l'union fait la force. Il faut que les jeunes apprennent à entreprendre, apprennent à se dire qu'il faut que j'ai une confiance en soi. Il faut qu'il y ait la confiance en soi. Il faut que les jeunes se disent que ce n'est pas parce qu'on a fait des études, ce n'est pas parce qu'on est allé à l'école qu'il faut forcément avoir un emploi dans le public. On peut toujours se débrouiller dans le privé et atteindre ses objectifs. Cette cérémonie de lancement s'inscrit dans le cadre des Journées nationales de la jeunesse musulmane. Elle a été également marquée par la formation des jeunes sur diverses thématiques, notamment l'entrepreneuriat jeune. L'entrepreneuriat jeune, il faut reconnaître que le temps n'était pas suffisant pour gérer cette question-là. Donc du coup, ça a été plutôt une sensibilisation pour que la jeunesse prenne conscience que tout le monde ne pourra pas travailler à la fonction publique. Et il faut donc penser plutôt à entreprendre, ne pas s'asseoir à attendre. Donc il a été expliqué aux participants le nombre criard le taux de chômage très élevé, surtout au niveau des diplômés. Et là-bas, on est à plus de 23%. Donc tous ces chiffres-là ont été montrés aux participants, histoire de les faire prendre conscience du problème. La coordination nationale des organisations de jeunesse musulmane CNO-JM est pour l'instant dirigée de façon provisoire par Ibrahima Ouedraogo. La voix du monde musulman qui résonne encore plus fort au Burkina avec la tenue de la 15e conférence de l'Union parlementaire de la coopération islamique. 6 jours d'opportunités pour les pays membres de l'OCI qui vont partager leurs expériences en matière de business et de développement. C'est la 43e réunion du comité exécutif de l'Union qui a donné le top de départ de la rencontre ce matin. Roméo Kweta. Pour cette 15e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la conférence islamique, près de 500 délégations venues d'une 50aine de pays sont attendues dans la capitale burkinabé. En prélude à cette importante rencontre, le comité exécutif fait l'état de la mise en œuvre des résolutions et recommandations de la précédente conférence. Une réunion tenue en Ouganda en 2019 et dont les décisions devraient servir de boussole pour la conférence de Ouagadougou. Une chose est d'organiser une conférence, une chose aussi est de suivre la mise en œuvre des recommandations issues de la conférence précédente. Alors, si nous procédons à l'ouverture de notre conférence, nous commençons à travailler sans pour autant faire l'état des lieux de la 14e, ça veut dire qu'on va un peu dans le décor. Donc c'est la raison pour laquelle le comité exécutif est toujours la première des rencontres qui fait le point depuis la 14e conférence pour voir, voilà, à la 14e, nous avons pris tant de résolutions.
nous avons pris tant de recommandations, nous avons essayé de prendre, nous avons pris aussi des décisions et certaines ont été adoptées. Maintenant, venez en tant que secrétariat général pour nous faire le point, afin que, quand nous allons ouvrir cette conférence, qu'on sache qu'il y a des points qui ont été réglés et il y en a qui sont restés en suspens. Prendront part également à cette rencontre les organes clés de l'Union. La conférence, la troïka présidentielle, le comité et le secrétariat général. Pour Bala Alassane Sakandé, président de l'Assemblée nationale, la tenue d'une telle réunion d'envergure à Ouagadougou est une fois de plus une réponse aux clichés négatifs collés au pays. Le Burkina Faso est bel et bien fréquentable, dit-il. Il salue cet acte de solidarité dont fait preuve les États membres de l'Organisation de la Conférence islamique. La grande réunion officielle qui se tient le 29 janvier sera présidée par le président du Faso. Le président du Faso qui a entamé ce matin une visite d'amitié et de travail de 72 heures à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Rochma Christian Kaboré aura dès demain, 28 janvier, une séance de travail avec le prince héritier, commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats Arabes Unis. Des accords de coopération entre Ouagadougou et Abu Dhabi seront signés à cette occasion. Le président du Faso mettra également à profit son séjour pour visiter le siège de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, d'après la direction de la communication de la présidence du Faso. L'Union européenne sur les traces de ses réalisations au Burkina Faso, 60 milliards de francs CFA d'appui budgétaire. Le suivi s'impose pour l'UE qui est allé vérifier plutôt l'utilisation des fonds octroyés au centre de santé et de promotion sociale de Pissi à Ouagadougou. Majid Bakouan. Le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, dans les locaux du centre de santé et de la protection sociale de Pissi dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. L'ambassadeur et sa délégation viennent s'imprégner des acquis de l'appui budgétaire de l'institution dans le domaine de la santé, notamment avec la mise en œuvre de la gratuité des soins. Et nous avons maintenant, avec le gouvernement, essayé de faire un effort de visualiser un peu cette importante aide. Cette aide d'appui budgétaire est basée sur la confiance avec le gouvernement. On a la confiance dans la bonne gestion des fonds publics, n'est-ce pas? C'est aussi basé sur un dialogue politique, sur les réformes prévues par le gouvernement qu'on veut encourager avec notre assistance. Et voilà, aujourd'hui, vous avez un bon exemple. Qu'est-ce qui se passe avec une partie, n'est-ce pas, de notre aide financière? Ça garantit, comme vous voyez, la gratuité des soins des femmes enceintes et des enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Il y a quand même des chiffres impressionnants. Grâce à ce financement de l'Union européenne, plus de 700 000 femmes ont bénéficié d'un accouchement assisté au plan national. En plus de cela, s'ajoutent 11 millions de soins gratuits délivrés aux enfants de moins de 5 ans. Cela d'autant qu'elle utilise une modalité que le gouvernement encourage, l'appui budgétaire. Vous savez qu'on peut beau recevoir beaucoup d'interventions, mais lorsque nous ne sommes pas coordonnés, les impacts sont moins visibles. C'est pour cela que nous sommes particulièrement satisfaits des interventions de l'Union européenne. C'est un de nos plus gros partenaires au niveau général. C'est même le premier au niveau de l'appui budgétaire. Et dans le secteur de la santé, nous avons vu ici la contribution déterminante à l'exécution de la politique de gratuité en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Ils interviennent aussi dans le domaine de la nutrition. C'est un domaine très important aussi pour la capacitation de nos jeunes et de nos enfants. Cette visite entre dans le cadre d'une campagne de communication entamée pour évaluer les acquis de l'appui budgétaire de l'Union européenne. En 2019, c'est plus de 60 milliards de francs CFA qui ont été décaissés par l'Union européenne au profit du Burkina Faso au titre des appuis budgétaires. L'État burkinabé au chevet des industries victimes de mévente, 8 milliards de francs CFA de gagnés en 2018 pour ces sociétés qui ont pu, pour la plupart, écouler entièrement leur stock. Quelle est cette politique qui permet de sauver les industries burkinabées de la faillite? Les explications de nos confrères de l'économiste du Faso et de notre reporter Rémi Lambert-Nébier après ceci.
il n'y a plus de production qui encombre les magasins de la SN Sosico, de SAP Olympique, encore moins celle de la SN Citec, annonçait le ministre en charge de l'industrie ainsi que le groupement professionnel des industriels en ce début d'année. Le système de régulation imposé par l'État à travers la suspension de la délivrance de l'autorisation spéciale d'importation a produit ses effets. Parce que le gouvernement contraint un peu les importateurs à travers ce mécanisme-là à acheter local. C'est-à-dire qu'on accorde les autorisations d'importer que lorsqu'on a la garantie que la production locale a été enlevée. Et puis quand ils enlèvent, c'est considéré comme acheté. Et en ce moment, ils ont la possibilité d'importer les quantités nécessaires quand on sait que nos industries locales, notamment sur l'huile, le sucre, et même, voire même les pneus, n'arrivent pas à satisfaire les besoins nationaux. Par ce mécanisme, les organisations professionnelles d'importateurs de ces produits ont injecté en 2019 8 milliards de francs CFA pour absorber la mévente. Un nouveau souffle est donné à ces sociétés, mais la machine risque de s'essouffler inévitablement si une dynamique n'est pas mise en place par les acteurs eux-mêmes pour soutenir la politique du gouvernement. Ce système semble pour le moment marcher, mais jusque quand ? On ne sait pas, parce que là, il y a une implication de l'État. Et la solution, peut-être, c'est dans une meilleure communication des populations. Il faut aussi, j'allais dire, renforcer le dispositif pour qu'on n'ait pas l'impression que on vienne juste acheter comme si c'était de la charité, c'est-à-dire enlever la production locale et puis faire... comment on appelle ça, s'occuper de ces affaires d'importation. Donc c'est ce système-là qu'il faut arriver peut-être à huiler de telle sorte que ce soit naturel, que quelqu'un qui est spécialisé dans l'importation se dise bon, je dois soutenir la production locale. Il ne faut pas attendre que le gouvernement tape du poing sur la table, par exemple. Cette dynamique doit être multi-acteurs et engage avant tout aussi bien les producteurs que les consommateurs. Il faut déjà que le consommateur sache quelles sont les plus-values qu'il a avec un produit local. Est-ce qu'il va s'engager à acheter un produit qui est 1% ou 2%, enfin un peu plus cher, parce que c'est local, que de retourner à des produits qui sont pas, choses qui sont très bon marché, mais qui n'apportent rien à l'économie nationale en fait. Parce que quand c'est comme ça, une entreprise qui produit, elle paie des taxes, elle contribue à faire fonctionner l'État, crée des emplois. Donc chacun à son niveau devrait pouvoir faire cet effort-là. Les entreprises continuent à travailler sur le marketing. Là, quand on est dans une économie, dans une situation économique un peu difficile, les gens ont tendance à chercher ce qui est moins cher, mais qui n'est pas forcément la qualité. Donc il y a forcément un choix qu'il faut faire. Et c'est à ceux qui mettent les produits sur le marché de voir un peu où ils peuvent mettre l'accent pour pouvoir tenir un peu leurs affaires. Selon les chiffres du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, entre 2017 et 2018, ce sont plus de 30 milliards de francs CFA que le gouvernement a injectés dans l'achat des produits locaux. Chefferie traditionnelle pour finir et cette intronisation hautement symbolique. Un chef Peul nommé ministre à la cour royale de Maniga. Le Naba Panantougri a joint l'acte à la parole. Lui qui s'est engagé à promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale dans un contexte d'instabilité au Burkina Faso. Arsène Konditamde. Voici l'élu. Il est le nouveau chef de la communauté Peul de la commune de Maniga. Il a été choisi par sa communauté et dorénavant il siège comme ministre à la cour du chef de la localité. Ce 25 janvier, il reçoit les attributs de sa nouvelle mission. D'abord une canne, symbole de sagesse et de rassemblement, et le bonnet, symbole de son pouvoir. Il aura entre autres missions la résolution pacifique des différends au sein de son groupe ethnique. C'est lui qui m'a intronisé, est lui-même un symbole de rassemblement. Il l'a prouvé plusieurs fois qu'il n'y a pas de différence entre Peul et Mossé. Nous allons donc poursuivre dans ce sens
afin que la cohésion sociale soit réelle. Si un problème survient entre les communautés, notre devoir sera de les rassembler et trouver la solution par le dialogue. La décision d'introniser un chef Peul dans la localité vient du chef de Maniga. Pour lui, les différentes communautés ont toujours vécu en harmonie au sein de la commune et il fallait le matérialiser. Cette intronisation sonne comme un appel à la cohésion sociale entre les peuples. S'il y a des problèmes entre les peuples, il les règle. Mais s'il y a des problèmes, particulièrement des champs de culture, des problèmes aussi peuples, on me soumet. Et nous prévenons tout avant que rien n'éclate. Donc voilà, l'idée de la réunion d'aujourd'hui, c'est en fait la confirmation de la nomination du chef Peul de Maniga pour dire et prouver que les Peuls et les Mossi, c'est un même peuple. La cérémonie a été marquée par la présence de l'émir du Liptako et du chef Peul de Barkundouba. Tous deux viennent à cette cérémonie pour célébrer le vivre ensemble. Comme ces dernières années, il y a eu un certain nombre de problèmes. Bon, on en reparle. Sinon, les gens ont toujours vécu en bonne intelligence ensemble. Et je pense que ça devrait continuer. Même s'il y a eu quelques difficultés, je crois que les hommes doivent tout faire pour les vaincre et pouvoir continuer à vivre comme par le passé, c'est-à-dire dans l'entente, dans la concorde, dans la cohésion sociale. Au cours de la cérémonie, le chef de Maniga n'a pas manqué de faire un rappel historique de la longue relation qui lie la communauté Mouaga à la communauté Peul. Il invite les Burkinabés à se servir de la culture pour faire face aux défis actuels comme le terrorisme qui se nourrit de la division. Nous venons de l'apprendre d'après nos confrères de Radio Omega. Le général Djibril Bassolé vient d'obtenir son visa pour la France où il devrait bénéficier de soins appropriés. La date de son départ n'est pas encore connue. L'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré est souffrant depuis plus d'1 an. Ces dernières semaines, son image très amaigrie a fait le tour des réseaux sociaux. Djibril Bassolé est condamné dans le cadre du putsch manqué de septembre 2015 à 10 années de prison. Toutes choses négatives comme la pression, les défis sont pour moi une opportunité de progresser. Cette citation de Kobe Bryant pour rendre hommage à la légende du basketball disparu hier de façon tragique. Un crash d'hélicoptère dans lequel sa fille de 13 ans a également péri. Impitoyable, la mort ne prévient pas, elle prend qui elle veut, quand elle veut. C'est justement pour cela que nous devons apprécier chaque instant de notre vie en évitant les conflits et les souffrances inutiles. Il se pourrait que l'on ne vive certaines situations qu'une seule fois et l'on pourrait regretter toute sa vie le fait de n'avoir pas fait la paix avec certaines personnes avant qu'elles ne disparaissent. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain, j'espère.